On vous parle de ces droits de douane de 25% imposés par Donald Trump sur les importations de voitures. Est-ce que ces droits de douane commencent ou pas, provoquent ou pas les effets escomptés par le président américain? Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Charles, je lisais la note des analystes de la Deutsche Bank qui affirment que les constructeurs, à la fois des constructeurs américains et non américains, européens, coréens, japonais, qui ont multiplié des annonces de relocalisation de production aux États-Unis sur le sol américain. Encore une fois, on a les noms, Honda, Nissan, Volvo, General Motors, Toyota, Hyundai, il y en a d'autres. On se dit quoi? On se dit ça, c'est de la com, c'est un coup de com pour s'attirer les bonnes grâces du président américain, ou finalement ça commence à fonctionner, sa politique tarifaire sur les autos? Non mais David, ce qui se passe là est extrêmement logique. Évidemment que ça fonctionne. Et juste évidemment. C'est-à-dire qu'on redécouvre juste l'eau chaude, mais les droits de douane, ça sert justement à ça. Vous vous souvenez, David, du projet de constitution européenne auquel les Français d'ailleurs avaient voté non au référendum? Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était que dans cette constitution européenne, dans ce projet de constitution européenne, on parlait de la concurrence libre et non faussée. Libre et non faussée. Elle est très belle, cette définition, elle est intellectuellement, économiquement très intéressante. Une concurrence libre et non faussée, eh bien, c'est une concurrence que l'on peut assumer et qui peut se passer de droits de douane. Et dès que la concurrence devient libre, non libre et faussée, eh bien évidemment, les droits de douane viennent réparer la distorsion qui est occasionnée par un certain nombre de divergences entre les zones productives. C'est notamment, par exemple, le cas entre la zone États-Unis et la zone européenne. Vous avez des différences, mais globalement, nous sommes sur des coûts de production relativement similaires. C'est pas du tout le cas si on se compare au Bangladesh, qui n'a pas du tout le même droit social, ni qu'en Europe, ni qu'aux États-Unis. Donc, là, vous êtes dans de la concurrence non libre et totalement faussée. On n'est pas du tout sur le même pied d'égalité. Et donc, les droits de douane, eh bien, ils servent évidemment à rééquilibrer ces déséquilibres. Et ils ont toujours marché. Ils ont toujours fonctionné. Là où les droits de douane étaient attaqués, David, intellectuellement, économiquement parlant, c'était pas sur le fait qu'ils marchaient ou qu'ils ne marchaient pas. C'était sur le fait qu'en empêchant éventuellement la concurrence étrangère, ils empêchaient les entreprises qui étaient protégées par les droits de douane imposés par leur pays, ils empêchaient ces entreprises de progresser, de s'améliorer et d'améliorer la qualité de leurs produits. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, intellectuellement, économiquement, idéologiquement, pensent que la concurrence permet la stimulation des entreprises. Et c'est vrai. Mais trop de concurrence, si elle est faussée, entraîne non pas leur stimulation, mais évidemment leur disparition par manque de compétitivité. Et donc l'idée que certains patrons de constructeurs auto qui veulent encore une fois se faire bien voir à la Maison-Blanche et un petit peu fait des annonces sans que ça les engage véritablement, ça non, vous dites, non, vous n'y croyez pas? Ah non, c'est pas que j'y crois pas, David. Vous avez évidemment cette composante-là, bien évidemment. Vous avez dans le tas de l'effet d'annonce, et surtout si vous regardez bien, en fait, plus que de l'effet d'annonce, si vous regardez bien tous les investissements qui ont été annoncés. Alors là, vous avez parlé du marché automobile, mais je me suis permis de regarder un petit peu, puis d'élargir. Bon, vous avez IBM, 150 milliards, Apple, 500 milliards. Qui dit mieux? 500 milliards pour Apple. Vous avez tous les laboratoires pharmaceutiques. Alors, Novartis, 23 milliards. Roche, 50 milliards. Gilead 11 milliards. Et si vous regardez en détail, au-delà de l'effet d'annonce, David, vous avez souvent des calendriers sur 3 ans, sur 5 ans. Donc attention, quand Apple annonce 500 milliards sur 5 ans, c'est 500 milliards, mais c'est sur 5 ans. Donc, ça veut dire que 100 milliards pour l'année prochaine, c'est déjà considérable. Mais si jamais Trump change son fusil d'épaule, on verra, les entreprises, évidemment, elles s'adapteront. Donc, elles annoncent des investissements
sur une durée qui leur permet aussi de se ménager des portes de sortie. Donc vous avez raison, David, il y a aussi là-dedans des effets d'annonce, bien évidemment. Mais Charles, on sait qu'à court terme, les effets de ces barrières douanières sur les voitures sont négatifs. On voit bien que ça a été dit, des hausses de prix qui sont attendues, des voitures, encore une fois, pour le consommateur américain, jusqu'à 10 000 € sur certains modèles. Il y a eu des suppressions de postes qui ont déjà été annoncées par Stellantis, par Volvo Trucks. On voit bien qu'à court terme, il y a des effets négatifs, même si possiblement il y a des relocalisations ou des usines qui reviennent dans un second temps. Oui, mais là aussi, si vous voulez, David, c'est tout à fait logique. Mais de la même manière que quand vous prenez des médicaments ou vous vaccinez, vous pouvez faire une réaction au vaccin et donc vous allez être un petit peu malade pour éviter d'être gravement malade. Bon, ça, c'est la théorie. Vous avez la même chose en économie. C'est-à-dire que quand vous voulez rééquilibrer des déséquilibres que vous avez laissés se produire et se développer, évidemment que le moment du rééquilibrage est un moment qui n'est pas agréable, qui est un moment qui est douloureux économiquement. Mais c'est exactement la même chose avec l'endettement, David. Quand nous serons obligés de réduire la dépense publique parce que plus personne voudra nous prêter sur les marchés, eh ben, ce moment de réduction de la dépense publique, il sera très douloureux et très désagréable. Mais ce sera indispensable pour rééquilibrer les déséquilibres budgétaires, d'endettement et financier. Vous avez exactement la même problématique sur la mondialisation. Tous les déficits, et notamment l'endettement, David, l'endettement d'un pays comme la France est intrinsèquement lié à notre manque de croissance, à notre manque d'emploi, à notre démesure de dépenses sociales qui est liée à la démesure des déséquilibres de la mondialisation qui ont entraîné la disparition de toute notre industrie et donc forcément de millions d'emplois. Et donc, ce que l'on a perdu dans la mondialisation, eh bien, on le retrouve dans la charge sociale et donc dans une grande partie de la dépense public et donc de notre déficit, de notre dette depuis ces 40 dernières années. Charles, je m'interroge quand même parce que vous avez dit effectivement ce n'est pas les mêmes coûts de main-d'œuvre des deux côtés entre la Chine et les États-Unis, mais les biens qui seront produits au-delà des voitures sur le sol américain, ils seront plus chers et je ne suis pas sûr que le consommateur américain accepte de payer, je ne sais pas moi, son téléviseur 1000, 1200, 1500 $ alors qu'aujourd'hui ça lui coûte 300 $. Il y a quand même un sujet là. Ou alors je dis ça, mais attendez, Charles, ou alors il faut robotiser les usines à fond. Un, ça coûte des milliards d'investissements, pourquoi pas. Et deux, en termes d'emploi, ça réduit les emplois que vous créez aussi. Oui, alors écoutez, David, là-dessus, vous savez, moi, avec ma barbe blanche, je viens d'un monde où on ne surconsommait pas comme on surconsomme aujourd'hui. Je viens d'un monde où moi, j'ai découvert, la première fois que j'ai mis les pieds dans un supermarché, j'avais 15 ans. Je connaissais pas ce que c'était qu'un supermarché avant l'âge de mes 15 ans. J'avais pas grand-chose à la maison, on n'achetait pas des choses comme ça. Et puis pour tout vous dire, il n'y avait pas de problème de gestion des poubelles parce qu'en réalité, le compost, c'était nous qui le mangions et on jetait rien. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, j'ai grandi dans un monde comme ça. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que on nous demande de faire de l'écologie en faisant des tri de poubelles, mais moi, j'avais pas de poubelle quand j'étais gamin et quand j'étais jeune ou quand j'étais adolescent. Ça n'existait quasiment pas. Donc, si vous voulez, toute cette approche écologique, tout ce questionnement écologique de surconsommation, ça ne provient que de la mondialisation. C'est la mondialisation qui a été déflationniste sur tous les bidules qu'on peut acheter. Mais là où elle a été déflationniste sur les bidules qu'on peut acheter, de l'écran télé à l'ordinateur en passant par un canapé ou un meuble made in China. Autrefois, les meubles, ça coûtait extrêmement cher. Vous achetiez une table une fois à l'occasion de votre mariage, puis vous la gardiez jusqu'à votre mort. Bon, aujourd'hui, on change, il y a les gammes, il y a les modes, il y a les... Bon. Tout ça, si vous voulez, ça provient de la mondialisation déflationniste pour les bidules. Mais ça a été aussi déflationniste pour les emplois. Donc, ce qu'on a gagné sur l'achat de la télé, comme vous le dites, David, on l'a perdu et l'Américain moyen, il l'a perdu sur ses jobs, sur ses emplois, sur sa capacité à travailler, à gagner de l'argent. Donc, la réalité, c'est que si vous retrouvez du boulot et que ce boulot, il est bien payé et que vous avez une approche un petit peu écologique, environnementale, en réalité, la politique la plus écolo qui existe est celle de Trump,
c'est normal de payer cher quelque chose. Ce qui est anormal, c'est de payer sa télé 300 $. Ce qui est anormal, c'est de payer sa bagnole. Oui, mais pas tout le monde a les moyens de s'acheter des télés. Ça coûte cher, pas David. tout le monde a les moyens de s'acheter une télé à 1500 $. Ben vous savez quoi? Vous attendrez. Ah mais attendez, moi si vous voulez, je vais appeler un chat, hein. C'est-à-dire, le droit opposable à la consommation, c'est pas le droit opposable au bonheur, et c'est pas le droit opposable à la justice sociale, environnementale et climatique, hein. Donc si vous voulez sauver le monde, le climat, arrêtez de trier vos poubelles. Commencez par pas acheter, hein. À un moment donné, David, va falloir dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Le problème de l'écologie, c'est pas le recyclage des poubelles de la mer Michu. Le problème de l'écologie, c'est que toutes les mères Michu, elles arrêtent d'acheter tous les e-bidules et les bidules qu'on achète et qui nous servent à rien et qui remplissent nos placards, nos déchetteries et nos poubelles jaunes. Ouais. La réalité, elle est là. Donc, que les choses retrouvent un prix, David, c'est normal. De la même manière que vous avez eu des taux d'intérêt négatifs, c'était une aberration économique, quand vous achetez une télévision pas chère, des meubles pas chers ou une voiture pas chère, uniquement parce que on est en train de piller la planète, on est en train de laminer les réserves, on est en train de polluer comme des gorées, on est en train de maltraiter socialement des gens qui produisent à pas cher pour qu'on puisse acheter des trucs pas chers dont on n'a pas besoin avec du pognon qu'on n'a pas. Si vous considérez que tout ça, c'est génial, c'est le progrès, c'est extraordinaire, c'est sublime, mais continuez à trier vos poubelles, eh bien, on est complètement à côté de la problématique. Et nos écolos, d'ailleurs, sont complètement à côté de la problématique. Ils sont en train de vomir sur Trump, ses relocalisations, les augmentent. Mais c'est normal. Augmentons les prix, augmentons les salaires, donnons du travail, arrêtons de penser que les matières premières valent zéro, qu'on peut polluer comme ça, qu'il n'y a pas de coût. Eh bien, tout ça, ça a un prix. Et comme l'argent, il faut que tout retrouve une vraie valeur, David. Le mot de la fin, puisqu'on va en parler avec Patrick Artus. Ce matin, Chine et États-Unis ont annoncé une suspension de leurs droits de douane prohibitifs pour 3 mois. Trump qui a signé un accord avec les Anglais. Il se montre plus conciliant. On sent qu'il rétropédale sur cette droit de douane. Est-ce qu'il est en train de gagner ou pas son pari, notamment sur la bagnole, selon vous? Mais oui, mais il ne rétropédale pas. Encore une fois, on en avait parlé, David. Il pose le référentiel. Il pose sa référence de demande parce que c'est comme ça qu'il fonctionne dans ses négociations. Il dit voilà moi ce que je veux et si je l'ai pas, voilà ce qui va vous arriver. Et donc évidemment, ses partenaires non, surtout pas ça. Trouvons un accord et donc il trouve un accord qui va évidemment plutôt dans son sens. Alors l'accord, il n'est pas aussi dans son sens que s'il avait été jusqu'au-boutiste, mais son objectif n'est pas d'être jusqu'au-boutiste, son objectif n'est pas de faire s'effondrer l'économie mondiale, son objectif est de rééquilibrer les déséquilibres de la mondialisation, notamment les déficits commerciaux, les déficits des balances des paiements, et puis évidemment les déficits de jobs liés aux délocalisations pendant ces 30 dernières années. Réduire ces déficits, il a des fenêtres de tir qui sont assez courtes, hein. Bon, il a des élections de mi-mandat dans maintenant 1 an et demi. Donc là, la première phase de démondialisation, la nouvelle première phase de démondialisation, parce qu'il avait commencé pendant son premier mandat en 2016, va prendre fin avec tous les accords auxquels nous allons assister. Il va laisser récolter les fruits de tout ça parce qu'il va y avoir des réindustrialisations, des investissements, des usines qui vont s'implanter. Ça ne sera pas parfait, mais ça sera toujours mieux que rien. Et puis les élections de mi-mandat vont passer, et une fois que les élections de mi-mandat seront passées, il aura à nouveau une fenêtre de tir de 6 à 8 mois pour faire une deuxième volée et un deuxième round de démondialisation et de relocalisation pour préparer les élections présidentielles auquel il ne participera pas, mais que J.D. Vance, auquel J.D. Vance devrait être le candidat naturel. Et donc, vous aurez une deuxième phase de démondialisation qui est assez prévisible juste après les élections de mi-mandat. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, salut, bonne semaine. Merci David, Ciao. merci à tous.